Le standard, c'est la chirurgie par abord transpéroïdale. Il y a très peu d'études en Afrique subsaharienne. Donc vous voyez le nombre de références très faible lorsqu'on regarde dans le public central. Endoscopie pure des adénomes hypophysaires a commencé en janvier 2014 et nous avons corrigé donc sur ces 57 mois 65 patients. Donc nous avons analysé certains critères, la fonction ophtalmologique et endocrinienne, la qualité des examens et la morbidité périopératoire. Nous utilisons très peu d'instruments, donc une colonne d'endoscopie très rudimentaire, notre endoscope, notre caméra, et puis l'endoscope 30 degrés et 0 degré court et quelques instruments pour réaliser cette chirurgie. L'installation en position transatlantique et la préparation du malade, ensuite le champage et l'abord endonasal ici où on voit le corps des moyens. L'arche coronale qui nous permettra de retrouver notre osseuse sphénoïdale visualisée ici. Et ici notre os sphénoïdale une fois l'abord de la paroi antérieure du sphénoïdale réalisé. Donc les repères anatomiques, nous avons exclusivement des macroadénomes avec 63 cas. Et le temps moyen opératoire était de 88 minutes, une durée d'hospitalisation moyenne de 5 jours. Un taux d'exérèse complète de 69% et une amélioration de la fonction visuelle chez 35 patients sur 44 altérés. Ici, c'est le cas d'une patiente de 48 ans qui a été opérée d'un adénome non fonctionnel et présentait une cécité de l'œil gauche. Et hier, un préopératoire qui montre cet macroadénome nécrotique et hier, un post-opératoire qui est satisfaisant à 2 mois post-opératoire. Pareil chez cette dame avec un adénome homme à GH, ce macroadénome hypophysaire en préopératoire et en post-opératoire. Et cette patiente chez qui nous avons diagnostiqué un macroprolactinome mais qui a refusé de prendre le traitement médical et a bénéficié d'une examination médicale avec le préopératoire et le post-opératoire satisfaisant. Chez ce patient, c'est un macroadénome non fonctionnel avec trouble visuel qui présente un petit reliquat tumoral qui est en surveillance actuellement. Cette série de l'hôpital FAM retrouve certaines séries internationales, notamment sur l'âge moyen, les troubles visuels et le taux important des adénomes non fonctionnels. La récupération de la fonction visuelle également retrouve donc les séries de M. Joanneau et Gandhi, l'exérèse complète également, et le taux de rémission hormonale qui est satisfaisant et retrouve certaines séries de la littérature. Nous avons une mortalité très faible, cela est dû à cette voie d'abord qui est pas transcrânienne. Et nous dirons, Monsieur le Président et Madame la Co-Présidente, qu'il s'agit d'une pathologie qui est fréquente au sein de l'unité d'enseignement de la neurochirurgie du soin chirurgical. Les pathologies les plus fréquentées sont évidemment les pathologies malformatives avec l'hydrocéphalie et les malformations du système nerveux central, les infections, la traumatologie et puis les tumeurs cérébrales et spinales chez les enfants. Lorsqu'on regarde ces 3224 patients, nous avons une proportion de 40% de trauma crânien, dans 60% de trauma bénin, 27,3% d'hydrocéphalie, dont une prédominance des hydrocéphalies malformatives, notamment la sténose de l'aqueduc de Sudus et les hydrocéphalies dans le cadre des malformations de Dandy-Walker. Les malformations et les dysphasies spinales, telles que la spinalicula, les tumeurs de la faute cérébrale, les tumeurs cérébrales et spinales 10%, les connexions crânio-encéphaliques, la pathologie vasculaire 2% avec 60 cas en 10 ans, et puis la pathologie diverse, à savoir la traumatologie rachidienne, la pathologie infectieuse rachidienne. Concernant l'hydrocéphalie, l'âge moyen de consultation de prise en charge était de 5 mois et le diagnostic était fait le scanner est venu à Dakar en 1993 puis l'IRM en 2007. Actuellement, le diagnostic est fait à 100% avec l'aide du scanner, très peu d'ETF, d'écho-transfrontalière et très peu d'IRM. La cause la plus fréquente sont les causes malformatives
Donc chez cet enfant, vous voyez qu'ils arrivent avec cette hydrocéphalie aiguë par sténose de l'aqueduc. L'étiologie infectieuse était la troisième cause d'hydrocéphalie. Et vous êtes souvent confrontés à ce genre d'image des enfants qui arrivent avec une hydrocéphalie post-maladie et vous posez la question à savoir quel type de prise en charge vous allez entreprendre. Donc le traitement de ces hydrocéphalies est face à plusieurs problèmes, notamment les problèmes de shunt qui sont chers et nous n'avons pas de shunt avec pression modifiable. Nous utilisons les valves Chabra qui ne sont pas modifiables et du coup nous nous retrouvons souvent avec ces cas de patients qui reviennent en consultation avec cet hyperdrainage, ces multiples hématomes sous-duraux, c'est signe d'un hyperdrainage. Donc depuis 2010, à l'hôpital Fann de Dakar, l'endoscopie est disponible et elle est réalisée en première intention en fonction des indications. Donc l'évolution également est très difficile à évaluer car nous avons beaucoup de pertes perdues de vue et il y a très peu de neurochirurgiens dans les régions. Pour les spina bifida, les myeloméningocèles étaient les plus prédominantes. On les prend en charge rarement immédiatement. Souvent, ils viennent avec des myeloméningocèles qui sont rompus ou ulcérés et un tableau de méningite associé. Donc, vous voyez cet enfant de 8 mois qui arrive avec sa masse congénitale, donc pris en charge dans le service. Parfois, ils viennent avec un état de fibrose. La traumatologie était dominée par la traumatologie crânienne et heureusement, 75% des cas étaient des traumas bénins. Et ils sont, comme l'a dit mon collègue le Dr Longo, dominés par les accidents domestiques. Quant aux tumeurs cérébrales et spinales, de 1996 à 2005, nous avions 219 tumeurs, dont 46 pédiatriques. Et quand on faisait l'état des lieux en 2007, c'était le travail du professeur Bagan, très peu de cette série étaient opérées. Il y avait un délai de prise en charge très long et l'absence de traitement complémentaire. Et lorsqu'on regarde en 2017, 1185 tumeurs, dont 329 pédiatriques, 80% de ces tumeurs sont opérées, mais par contre, il n'y a pas de changement en ce qui concerne les délais de consultation, l'absence de traitement chirurgical, l'absence de traitement complémentaire. C'est habituellement les tumeurs de la fosse postérieure, les méduloblastomes, les papules des plexus choroïdes. Et ces tumeurs crâniennes et spinales sont confrontées à plusieurs problèmes. Donc l'inadaptabilité du plateau médical, le manque de traitement complémentaire et le manque de données épidémiologiques. Nous avons besoin donc d'une infrastructure adaptée et de neurochirurgiens, de former les neurochirurgiens pédiatres, mais également de sensibiliser nos collègues pédiatres et gynécologues quant à la prise en charge de ces patients. Vous voyez ici, Madame la Présidente, je vais conclure, l'inadaptabilité de nos structures avec cet enfant qui est hospitalisé sur un lit d'adulte, autant en hospitalisation conventionnelle qu'en réanimation. Je vous remercie. Bien, le doyen de la faculté de médecine de Andrew, étant désigné comme excellent cabinet, je faisais souvent des séjours à Bandung. Bon, ce qui fait que j'étais souvent sollicité pour prendre en charge des patients qui étaient neurochirurgicaux. Bon, c'est ainsi qu'il avait pensé que devant l'absence de prise en charge neurochirurgicale, que c'était possible que je puisse les aider. Bon, cette idée a été portée par toute l'équipe neurochirurgicale, chirurgicale plutôt de l'hôpital de référence, avec, bon, il y a ici le docteur Sernian, le docteur Samatel, qui est actuellement l'actuel CMD, le docteur Dia, Fauris, qui est le neurologue qui travaille en Angleterre, et puis il y a le docteur Aziz et le docteur Roberts. C'est une équipe vraiment qui est multiculturelle, qui a porté cette idée. Qui est réellement que je pouvais les aider. Bon, c'est ainsi que j'ai eu à faire, hein, entre deux séances d'examen,
j'ai eu à faire des abcès du cerveau, une canal lombaire 3 et une chirurgie. Bon, c'est qu'il n'y avait pas d'instrumentation correcte. Il fallait trouver, il y avait un vieux trépant. L'abcès a été ponctionné par une aiguille classique. Et puis pour le rachis cervical, on a utilisé des repères anatomiques, les tubercules des schistoniales. C'est ainsi que cette coopération a été qualifiée par notre jeune collègue Dr Diouf comme une renaissance de la neurochirurgie. Bon, il faut savoir, là je vais vous rapporter l'état des lieux de la pratique neurochirurgicale en 2010. Bon, c'est un pays qui a 1,8 million d'habitants. Il n'y avait aucune pratique neurochirurgicale de façon régulière. Souvent, les chirurgiens généralistes avaient à faire des trous de traitement et les plus chanceux pouvaient bénéficier d'un transfert vers Dakar. Bon, les autres, la minorité privilégiée, allaient en Europe se faire soigner. Bon, la faisabilité de cette mission reposait sur le fait qu'il y avait une certaine proximité géographique entre Dakar et Banjul. Par la voie routière, il était facile d'accéder à Banjul. Bon, c'est vrai qu'il y avait le problème du passage du bac. Et avec une voiture 4x4, il est possible d'amener une équipe de 3 à 4 neuroscientistes, des neurochirurgiens, avec un anesthésiste, un équipement chirurgical. Bon, c'est vrai qu'il fallait faire 5 heures à 6 heures de nuit. Bon, le CIQI se situait au niveau du passage du bac. Toute la logistique était prise en charge par l'administration hospitalière et plus récemment par la fondation de la Fosse Veille. Vous voyez là le docteur Ndiaye, avec là c'est une de nos missions où il y avait une prise en charge de la Fosse Veille. Donc, il est essentiel que ces missions soient bien préparées. Il faudrait qu'il y ait d'abord une implication de l'équipe locale. Le plus souvent, c'était des house officers qui étaient très impliqués. Et souvent, on avait une communication. Avant même que l'on puisse faire le voyage, il y avait une sélection qui se faisait. Et souvent, il y avait une communication très intense avec le WhatsApp. Avec le WhatsApp, on allait à faire le transfert dimanche. Et parfois, même en temps réel, de Dakar, vous pouvez gérer des cas d'urgence. Et puis, en plus, on insistait pour que tout l'équipement soit disponible. Et même s'il y avait du matériel qu'il fallait réparer, il fallait le faire rapidement. Et il était essentiel d'avoir une lettre officielle d'invitation. Vous savez, en Afrique, quand on voyage, si on n'a pas une lettre d'invitation, surtout si on doit passer les frontières, on a souvent des difficultés. Voilà, là, je sais vous montrer la facilité qu'il y a pour transporter du matériel. Bon, par voie aérienne, 30 minutes, c'est vrai que c'est possible, mais c'est cher. Bon, on a à prendre le bac. À l'arrivée, on faisait une visite à l'hôpital pour s'assurer que tout le matériel était disponible. La programmation, on faisait une visite rapide aussi du bloc opératoire. Le lendemain, on commençait la chirurgie, on arrivait d'habitude très tôt, mais comme on le voit souvent, il y a toujours un retard à démarrer. Et souvent, il y avait un temps qui est assez long entre deux malades, bon, pour plusieurs raisons. Le chirurgien qui n'était pas de bloc faisait une consultation des malades. D'habitude, à chaque mission, il y avait au moins une cinquantaine à 100 patients qui étaient vus. Comme outil diagnostic, on avait un scanner qui arrivait à faire de bonnes reconstructions. Là, on a une sténose, c'est une tumeur ostéolytique, un abcès du cerveau. Bon, c'est vrai que la définition n'est pas extra. Au début, c'était le bloc opératoire principal qui était bloqué pour
nos activités chirurgicales. Bon, là, vous voyez qu'il y avait beaucoup d'encombrements. Ce n'est qu'après que ce qu'ils appellent le minocyatome, c'est-à-dire c'est plus ou moins le bloc de la petite chirurgie qu'on a pris et qui pense qu'on pense que c'était l'endroit était beaucoup plus adapté. C'est ainsi qu'on a eu affaire, hein, ça ce sont les premiers malades, hein, ça c'est une grosse lésion, le céphalocèle épicondyle chez un arbre nouveau-né, je pense qu'il devait avoir 2 semaines, qui a été opéré. Donc ces anesthésies étaient faites par les anesthésies des Cubains, parce qu'il y a une coopération avec les Cubains. Donc au début, on faisait beaucoup de chirurgie d'adultes, mais maintenant, avec l'orientation de la fondation de la First Lady, on fait beaucoup plus des cas pédiatriques, des myéloméningocèles, myélocystocèles, qui est très rare. C'est dommage, on n'a pas eu l'imagerie. Puis des hydrocéphalies. On venait avec des shunts, hein, qu'on prenait à Dakar. Bon, là, on fait plus ou moins le bilan. C'est pour vous montrer plus ou moins le bilan de nos activités. D'habitude, on choisissait de voyager pendant le week-end. Ce qui fait qu'on pouvait commencer le lundi. Ces missions se faisaient sur une périodicité de 4 mois. Au total, on a eu à faire 13 missions, peut-être même plus. La durée moyenne était de 5 ans. Bon, comme je l'ai dit, d'habitude, c'était des adultes. Le coût, nous avons essayé plus ou moins d'estimer le coût. C'est vraiment des activités humanitaires. Hein. Les neurochirurgiens, ces missions nous ont donné l'opportunité de faire des conférences. On faisait des conférences aux jeunes étudiants en médecine. Et ça a suscité une vocation neurochirurgicale. C'est ainsi que le docteur John Diamant est devenu neurochirurgien. Il a été formé à Dakar, bon, il a eu un fellowship à Israël, et actuellement il est neurochirurgien. Bon, c'est vrai qu'il est seul. Donc, je pense que en fait, le but de cette émission qui est après à mourir. Quelles sont les leçons, les enseignements qu'on peut tirer? Je pense qu'il faudrait avoir un peu d'engagement. Un engagement personnel, sans savoir ici. En fait. C'est du foot qui n'est pas du tout mauvais. Ça, c'est bon. D'accord. Je pense qu'il faut demander la lune. D'habitude, c'est ce que j'appelle le cerveau du retour. Quand il est formé ailleurs, quand on revient en Afrique, on se dit bon, on ne peut pas faire, parce qu'on n'a rien. Moi, je pense que le minimum, on peut tout faire. L'intérêt de faire une planification très rigoureuse, l'intérêt qu'il y ait aussi de leadership, il faut qu'au plan local, qu'il y ait quelqu'un qui puisse sélectionner les malades, qui s'investissent. La formation, il y a je vous répète un peu, il y a le fait que ça a pu susciter un intérêt. Et je pense que ce concept peut être multiplié partout. Je pense qu'il faudrait de temps en temps que nous, neurochirurgiens, on n'appelle pas d'avoir des neuronaves ou autres. Il faut de temps en temps sortir. Et moi, j'ai la conviction qu'avec une boîte de basic set de neurochirurgie, on peut résoudre 80% des problèmes neurochirurgicaux. Je pense que le concept de global surgery, bon, c'est un concept qui est maintenant galvaudé, devrait plutôt s'orienter à renforcer les capacités des neurochirurgiens africains et surtout à améliorer les pratiques techniques. Il faut qu'il y ait un programme en fait pour améliorer les pratiques techniques parce que bon, de plus en plus on a des neurochirurgiens. Tout ceci pour dire que tous les neurochirurgiens doivent avoir une sérénité, un certain calme devant le risque. Je vous remercie. Paratrauma intraventricular brain impairment injury in a Nigerian nurse, a case report. So, as a way of introduction, brain impairments to orbits, buccal cavity, cranium, skull-based, temporal, squamous, or large foramen. So various reports talk about entry points of these foreign bodies. Most cases are as a result of industrial accidents and criminal assaults. We have few cases of self-inflicted suicide in these reports.
Now, managing these cases can be quite challenging, and morbidity increases with extent of the neurovascular injury seen around and maybe the extent of infection that have occurred in the surrounding tissues of the impaled object. So we have this case of a patient who presented with an impairment with an unusual history and delayed presentation, yet some satisfactory outcome. We just wanted to present this case of an adult Nigerian male with a brain impairment injury who actually received care in the University of Nigeria Teaching Hospital in Enugu. So this is the case report. A 52-year-old male referred to the emergency department of the hospital, came in with altered consciousness, right hemicorporal weakness, and speech impairment. He actually walked into the casualty with the end of the nail sticking out of his head. Initially, there was this report 5 days ago prior to his presentation in the ER that he was attacked and he held the nail in the head. I asked him, eventually we actually realized the patient had committed a crime and it wasn't actually clear what exactly he had done, but the nail was impaled into his head as a punitive measure. Well, on general examination, we revealed a restless, pale, dehydrated, febrile man who had spontaneous eye opening, obeyed commands, and had expressive dysphagia, so Glasgow Coma scale of 13 over 15. Head examination revealed an impaled, rusty nail in the left parasagittal posterior frontal scalp. He had a right facial paresis and spastic right hemiparesis. No signs of meningeal irritation were seen. We had some technical problems getting the initial clinical images which we had taken. But however, a CT scan done, this is the scanogram, clearly showing a hyperdense metallic foreign body in the left parasagittal region, extending from the vertex to just above the left terminal area. Subsequent images, I'd like to go from the areas that appeared normal, essentially from the skull upwards to about the level of the suprasellar system. You could see normal tissue. Then you start seeing the tip of the metallic object, and then with the metallic, the artifact that comes up from that tip around the left wing of the ambient system, and then towards gradually in a slight oblique pattern. It keeps going up through the ventricles, through the soft tissue of the brain. And that's why you can see there's this slight enlargement of the left lateral ventricle, the occipital horn, and then it's slightly bigger due to the mass effect of this, the foreign body. But besides that, you can see that most of the brain, well, at least far off, apart from the artifact that really doesn't give you that opportunity to see the immediate tissue. But most of the surrounding brain kind of appears essentially intact. And this is the metal as nail as it exists at the entry point rather than the exit. So the patient had a craniotomy, a concentric craniotomy with evacuation of the foreign body as soon as that could be done. Then post-operatively, he actually improved it. And then with physical therapy, regained independent ambulation prior to his discharge. He stayed about between 2 and 3 weeks, about less than 3 weeks actually, interval between the time he came in and when he was discharged. And initially was followed up as a clinic, but after a while, we lost trail of him. And what we're trying to say is that in the review of literature, you find out that nail impairments are one of the frequent types of these non-missile penetrating injuries. Most of them are accidental. Few of them are actually suicidal. There are some reported cases of people using the shotgun to, impel a nail into their head. But in our case, this was actually as a result of jungle justice as extent. So neuroimaging has been essential really for surgical decision making, offers guidance to whether you actually need a surgical approach in these cases,
or even if it's possible to have a non-surgical approach, it actually determines the site of craniotomy, the route of extraction in cases where surgery is needed. And for this kind of foreign body, which is metallic, CT brain is actually the appropriate modality of use. X-ray, plain X-rays will show you just the repelled nail, but it won't give you good anatomical location to know what's happening to the other tissues. MRI is contraindicated. So indicators for better post-surgical outcomes include when the patient presents early, when there's a smaller extent of neurovascular injury or necrosis around the foreign body, and obviously when you have prompt surgical intervention. Now, even though our patients came 5 days after this nail was repelled, we considered that perhaps the minimal neurovascular injury couldn't make out any obvious bleed or around that area. The prompt surgical intervention within our means and the rehabilitation that was given to him after the surgery would have been contributed to his recovery. So in conclusion, we actually think that cranial cerebral trauma from nail impairment, it is rare, yes, and it does present unique challenges in terms of care, depending on the facilities and the presentation of the individual. But despite the late presentation and constraints which we had in this case, we had a relatively satisfactory outcome achieved. Thank you.